Et le péché originel faisant son travail très certainement, on peut penser que l'homme actuel est beaucoup moins évolué que l'homme d'avant. En tout cas, on constate des connaissances, on peut parler des pierres d'Ica aussi, hein, des pierres d'Ica où on retrouve des dessins. C'est un docteur, docteur Carrera, me semble-t-il, qui est tout à fait surpris parce que c'est un Indien qui lui offre une pierre et il constate en fait qu'il y a des dessins de dinosaures sur ces pierres, voire encore une fois des Indiens en train de scruter le ciel avec un télescope, des choses comme ça. Mais il faut aussi se rendre à la réalité quand on voit une fois de plus les sites mégalithiques à une altitude où aucun travail n'est possible parce comme que nous sommes... Machu Picchu par exemple. Machu Picchu qui est découvert en 1910-1911, où on a complètement débroussaillé le site. Mais Tiwanaku, Sacsayhuaman, qui sont des sites à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais Tiwanaku en Bolivie donc est le plus ancien puisqu'on tombe à 10 siècles avant Jésus-Christ. 10 voire 15 siècles me semble-t-il avant Jésus-Christ. Et on a des blocs qui font plus de 100 tonnes. Plus de 100 tonnes, ouais. Et Baalbek au Liban. Baalbek où on a le plus gros, donc la plus grosse pierre. Oui. C'est une pierre qui est là aussi. Après il y a la cité romaine qui a été montée par-dessus les Grecs, etc. Les trucs, mais c'est tout à fait surprenant de voir des cités qui montrent un savoir technologique qui est énorme. Il semble-t-il, on retrouve les mêmes pierres qu'on trouve justement à Baalbek au temple d'Héliopolis, on les retrouve au mont du Temple à Jérusalem aussi. Est-ce que tu confirmes ça, non? Parce que on retrouve certaines j'ai jamais vu des photos, mais à chaque fois j'ai entendu. Mais je ne peux pas le confirmer pour le cas de Jérusalem en tout cas. Mais c'est tout à fait énorme de constater effectivement un savoir, et chaque fois on retrouve derrière soit des histoires de géants, pour Baalbek c'est le cas. C'est le cas pour Baalbek aussi. Ouais. On retrouve ça aussi, on a parlé de Stonehenge, ou alors des histoires de sacrifices. Pour Stonehenge, on le présente comme un calendrier astronomique, mais on peut penser que c'était aussi un lieu de sacrifice. Donc on se rend compte, une fois de plus, alors je parlais de Christian Bisoir, mais aussi on voit que les constructions des pyramides sont faites à partir, entre autres, du nombre d'or et du nombre pi. Oui. Et que ces pyramides... montre effectivement un savoir qui est énorme, et c'est je me permets de prendre, parce que je veux être précis dans mes termes. On retrouve aussi dans un temple en Égypte des dessins de... c'est à Abydos. Un temple d'Abydos, ouais. On retrouve des dessins d'hélicoptères, d'avions. Et ce sont les mêmes choses qu'on retrouve aussi... Alors il y a ce passage-là dans... Et ça c'est un docteur qui en parle en physique, le docteur Khalil Massia avec son frère qui font les études d'un avion, qui était classé comme oiseau, en balsa, en bois de balsa. Et ils ont expérimenté cet oiseau en soufflerie, ils se sont rendus compte qu'il présentait des qualités d'aérodynamique qui étaient excellentes pour être effectivement un modèle réduit d'avion. Et on trouve aussi en Amérique du Sud des modèles d'avions, mais encore une fois, je m'appuie sur des propos de scientifiques. Ouais, parce que ce passage-là, justement, sur le temple d'Abydos, il est exposé dans le fameux reportage de Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, La révélation des pyramides. Oui. Et eux, dans le reportage, à un moment donné, ils disent oui, c'est une erreur, c'est parce qu'on a tapé le nom, je sais pas, enfin, ils sont un peu, c'est un peu trouble ce passage, justement. Moi, j'ai pas souvenir parce que je crois que ça dure 2 fois 1h30 sans... ouais, c'est assez long. Si je me souviens bien. Mais en tout cas, on retrouve des modèles réduits d'avions partout dans le monde. C'est quand même curieux, là, encore une fois, de constater que nous sommes confrontés, en tout cas, à un savoir technologique qui nous aurait précédés. Comme à Nazca, les fameuses lignes de Nazca, donc qui sont tracées dans le désert, chose qu'on nous dit très peu souvent, il ne s'agit pas de simples lignes, apparemment on a fait des fois bouger des montagnes, quoi. C'est comme si on avait rasé le dessus des montagnes. Alors ça c'est très intéressant. Oui. Là tu dis quelque chose mais tu ignores l'intérêt que ça peut avoir. D'accord. Encore mieux. Je dis ça parce que
Il y a un passage qui m'a coupé le souffle dans le Critias de Platon, et qui va dans ton sens. Mais avant, je dois dire quelque chose. Le docteur Samir Osmanagic est celui qui aurait découvert les pyramides de Bosnie en 2005. Tout à fait. 5 pyramides. Bon. On constate avec des images satellites qu'il y a des formes pyramidales. On constate des champs magnétiques autour de ces pyramides, des champs magnétiques très forts. Je cite une dizaine de scientifiques, de professeurs, docteurs, de différentes spécialités qui parlent de ces constatations-là, de ces observations. Et on voit, je suis désolé, mais je ne peux pas faire l'impasse sur des choses parce que je pourrais penser que ça serait fumeux ou quoi au caisse. Ce que je fais, je m'entoure ensuite de référents. Sur la pyramide de Bosnie, la principale, je crois que c'est la pyramide du Soleil, on trouve un faisceau d'énergie qui s'accroît, non pas en se rapprochant de la source, mais en s'éloignant de la source, c'est-à-dire en partant de la pointe de la pyramide, si c'est une pyramide, en montant vers le ciel. Donc ça, ce sont des scientifiques aussi qui en parlent. Je mentionne une dizaine de noms. Et si ce n'était pas une pyramide, ce qui est très fort, c'est qu'on retrouve un air qui est 30 fois ionisé, c'est-à-dire avec des ions négatifs, très bon pour la santé. Très bon pour la santé, 30 fois supérieur à la norme. Et les souterrains qu'il y a sous les pyramides n'ont aucun système d'aération et l'air n'est pas vicié. L'air, il n'y a pas de gaz carbonique ni quoi que ce soit. On retombe encore avec l'histoire d'Irin Couillou où on est confronté à un savoir qui nous dépasse. Et donc Osman Agic fait le constat de tout cela. Et il a étudié donc des pyramides aussi qui existent aussi aux États-Unis. À Kaokia Mount, des pyramides qui ont été construites au XIIe siècle après Jésus-Christ et qui sont recouvertes d'herbe. Parce que les États-Unis ne veulent pas. On retrouve des pyramides aussi en Chine. Oui, on n'a pas le droit de... Dans la plaine du Qingchuan, qui sont recouvertes de tertre. Mais on se garde bien de le dire. L'État chinois ne veut pas le dire parce que ça les gêne, parce que là encore une fois, ça contredit leurs interprétations de l'histoire de la Chine, l'histoire de l'humanité, qui est un contre-courant du darwinisme. Mais les États-Unis, c'est pareil. Et Osman Agic, donc, qui le découvreur des pyramides de Bosnie, parle à propos des pyramides donc, des États-Unis. Il dit le sol sur lequel sont posées les pyramides est parfaitement plat, comme si on avait abattu une montagne, comme si on avait eu la maîtrise, on va dire, du relief. Et Platon, dans le Critias, dit exactement la même chose quand on construit le palais de Poséidon. Il dit qu'on a abattu la montagne pour construire le palais de Poséidon. C'est-à-dire qu'on est dans la même logique. Les termes sont justement... là encore, c'est très fort. Et on a affaire à des travaux mégalithiques sur l'île de l'Atlantide. Et ces travaux-là peuvent être justement, quand on fait peuvent être juxtaposés avec les observations que l'on fait de pyramides qui ne sont pas qu'en Égypte. D'accord. Et on n'a pas trouvé, c'est vrai, encore l'utilisation justement de ces pyramides, la véritable utilisation. Parce qu'Osman Agic, j'avais entendu donner une explication qui pour le dire, bon voilà, c'est une hypothèse j'imagine, puisqu'il n'a pas la certitude, mais il dit que ça aurait pu servir à transmettre l'énergie et à transmettre la santé. Ce qui est pas couillon dans l'absolu. Ce qui est pas, en tout cas on le constate avec ce qu'on remarque. C'est Rock Soccer, justement, dans un de ses magazines, il explique, mais c'est pas le seul, justement, il y a aussi un Anglais dans les années 1890
qui est un spécialiste des légendes, et qui dit que les pyramides ne sont absolument pas des tombes. Il parle de Khéops, de la grande pyramide d'Égypte, qui n'est absolument pas un tombeau. Alors il explique pourquoi, moi j'ai plus le souvenir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les francs-maçons, ou tous les gens qui sont haut gradés dans la hiérarchie de Satan, comme Aleister Crowley, étaient fascinés et allaient pratiquer des rituels dans la pyramide de Khéops. D'accord. Bah justement, on va faire une petite pause, puis on va revenir juste après, et on va faire le lien justement entre toutes ces sociétés secrètes. Il faut parler à propos des pyramides, ça on reviendra après. Le lien, c'est-à-dire la composition de la pierre de la pyramide de Khéops, qui nous permet d'avancer, ça on en parlera tout à l'heure. D'accord. La théorie du déluge. Alors on parlera justement de la composition de ces pierres et du lien aussi après qui existe avec toutes ces sociétés secrètes qui elles sont fascinées par ça apparemment. Comme par hasard, oui, fascinées par les sites mégalithiques, ce qui était le cas effectivement d'Elena Blavatsky, qui avait créé entre autres la Lucifer Trust en 1922. Ah oui, la fameuse société devenue Lucie, c'est ça ? Pour plus de discrétion, et dont une des filiales, le mouvement de la volonté mondiale siège à l'ONU. Mouvement de la volonté mondiale créé en 1932, qui siège à l'ONU. Et à l'ONU, nous avons aussi la méditation room, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la pièce du Dieu sans visage, où était laissé recueillir ce fameux Paul VI, comme par hasard. Tiens, comme par hasard. On revient juste après, et puis voilà. Voilà, donc de retour pour la partie 2, toujours avec Laurent Glosy. Alors Laurent, justement, on avait dit qu'on allait aborder le thème des pierres, effectivement, des pyramides sur lesquelles elles sont bâties, c'est ça qui... Parce que là, on évoquait justement ces fameuses lignes de Lascaux, les montagnes rasées, tu m'as fait le rapport avec un livre de Platon, tu vois, qui évoquait la même chose, voilà. Qui tient effectivement de son nom, enfin, qui lui-même le tenait de son grand-père, enfin, d'où le nom du Christias, et qui avait connu Solon, qui était parti effectivement à Médina Abou, là où il y avait effectivement ces prêtres égyptiens qui connaissaient l'histoire de l'humanité. Oui, pour les pyramides, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour la pyramide de Khéops, c'est un archéologue, un professeur d'archéologie qui s'appelle Ioannis... alors, autant que Ioann Litsiris, qui a fait des études à Oxford, qui a même connu l'université de Bordeaux, et qui lui donc constate une chose sur la pyramide de Khéops, qui est une chose tout à fait surprenante. 40%, on va dire la moitié des pierres de la pyramide de Khéops contiennent des fossiles intacts. C'est toute la différence. Hein. Ah, des fossiles de coquillages intacts. Sur la moitié des pierres. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il y a eu, à l'endroit de ces pyramides, on va dire une région aquatique, mais qui n'a pas duré suffisamment longtemps pour donner des fossiles de coquillages abîmés. Donc c'est tout à fait intéressant. Il y a eu une région aquatique, donc tout à fait provisoire, on va dire. D'où la question du déluge. Et ce qui est intéressant, c'est que Crombette, donc, Fernand Crombette, qui est décédé en 1971, qui est un spécialiste des langues anciennes comme le copte ancien, qui lit les hiéroglyphes, qui contredit Champollion dans sa méthode de lecture des hiéroglyphes, et qui est étudié en égyptologie. Crombette qui pense aussi que la Terre n'a pas des milliards d'années et qui parle de 6000 ans, quelque chose comme cela. À ce point-là ? À ce point-là, oui, qui est tout à fait... c'est la périodicité que l'on avançait au moment, effectivement, de la Révolution française. De la Révolution française. Hein. Non, mais attends, passer de 6 milliards à 6000 ans, bon, ça nous rappelle certains chiffres, mais là vraiment, on est... Tout à fait. Et Crombette dit, les pyramides n'ont pas pu être construites par des esclaves parce que la population, après le déluge, était en train de se reconstruire. Et il y a aussi un architecte, dont j'ai oublié le nom maintenant,
qui dit que les pyramides les pierres des pyramides auraient été fabriquées dans un système de moulage. Ah oui, alors ça j'ai déjà entendu cette théorie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va chez les Incas, on entend parler, chez les Incas en tout cas, on entend parler d'une légende qui parle des pierres molles et qu'on retrouve aussi en Afrique. Cette notion de pierre molle avec une plante qui rendait la pierre molle. Et quand on réfléchit, cette pierre molle en fait pourrait signifier des techniques de moulage. En tout cas pour ce qui est du cas de l'Égypte, il est fortement intéressant d'observer que la moitié des pierres, 40% de la grande pyramide, donc de la pyramide de Khéops, contient des fossiles de coquillages intacts. Ce qui, corroborait on va dire l'existence d'un déluge. Oui. On a découvert aussi, c'est des découvertes en plus relativement récentes, sur le glissement de la plaque de l'écorce terrestre, et en particulier concernant le cas de l'Amérique tout entière, qui aurait, il y a 400 000 ans à peu près, selon les scientifiques, basculé, est passé de zone froide à zone chaude, mais très 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 rapidement. Oui. Alors justement, sur ce point-là, on pense que quand il y a eu le déluge, l'axe de la Terre aurait basculé de 16 degrés. Exactement. Ce qui aurait entraîné une période de glaciation. Oui. Le problème, c'est qu'avec les scientifiques à l'heure actuelle, c'est qu'ils avancent des théories, puis après ils les réfutent, etc. Oui, voilà. Ce qu'on voit par exemple, maintenant la grande mode aussi dans la science, ils avancent par exemple, ils veulent trouver de l'eau partout, dans l'univers. La grande mode, ce sont les exoplanètes. Oui, les exoplanètes. Ouais. Planètes donc en dehors du système solaire. On parle de la fameuse Europa, qui serait une planète gelée, un satellite de Jupiter, il me semble. C'est bien ça. Ça, c'est pas une exoplanète. Hein. Ah. Une exoplanète, c'est une planète qui est en dehors du système solaire. Ah, qui est en dehors du système solaire. Voilà. Et on ne peut absolument pas effectivement affirmer que c'est une planète, tout simplement parce qu'il y a trop de poussière. Il faut savoir que la Terre, et du moins le système solaire, nous sommes aux 2/3 de la galaxie, de la Voie lactée, 2/3 donc excentrés, à un endroit où il y a peu d'étoiles, c'est-à-dire que ça permet des nuits suffisamment éclairées pour se repérer. Et pas trop non plus. Et pas trop non plus pour qu'on soit irradié, etc., etc. Et ces exoplanètes, où elles sont, puisqu'on est parti sur les exoplanètes, on nous parle au début d'exoplanètes gazeuses, et puis dans les années 2000 ou dans les années 1990, on commence à nous parler des exoplanètes telluriques, c'est-à-dire comme la Terre, qui aurait un sol. Voilà. Et ces planètes sont observées dans des endroits très poussiéreux donc, de la galaxie. Et on ne peut absolument pas dire... Ça, c'est ce que ne disent pas les scientifiques, du moins ils ne le présentent pas comme ça. On ne peut absolument pas dire si il s'agit réellement de planètes, c'est-à-dire que plutôt que d'étoiles, c'est-à-dire l'intérêt c'est qu'il pourrait surtout s'agir d'étoiles qui est avortées dans leur système donc d'allumage, je dirais, si on peut de combustion, voilà, je cherche le terme, par faute d'hydrogène ou d'hélium. Donc ces étoiles n'auraient pas eu assez de carburant pour faire leur combustion et donc elles auraient en sorte avorté, et on a dit que ce sont des planètes, et en plus ces planètes bien souvent ne sont pas éclairées par elles-mêmes, mais elles sont éclairées par une étoile qui est à côté par réflexion de la lumière. Donc tout ça, ça nous amène sur des hypothèses où maintenant il y a des exobiologistes qui imaginent la température, alors on ne sait même pas si c'est une planète, mais eux imaginent la température qu'il ferait effectivement sur cette planète pour imaginer la vie. Et donc ils se mettent à penser maintenant qu'il y aurait de l'eau dans l'univers, et donc ils pensent à Mars, où on n'a pas découvert d'eau sur Mars. Oui, mais on n'a pas découvert d'eau. On n'a pas découvert d'eau. Mais là où ça va très loin, c'est qu'on représente cette planète en rouge pour faire penser à une oxydation. Or, en fait, cette planète, lorsqu'on s'approche un peu plus, elle dément les clichés de la NASA, puisqu'elle est bleue, voire elle est crème, voire marron. Mais il y a bien des... Alors, on nous a parlé de traces, de tracés de lits de rivières asséchés sur Mars.
Alors, je ne pensais pas que tu me parles de ça, tu vois. Ça, c'est la théorie de Schiaparelli, Ouais. qui, donc il y a très longtemps, il y a un siècle, voyait des canaux, mais ça a été, ça a été démenti. Je crois que ça a été repris pour être transformé, où on disait qu'il y avait des canaux, mais on n'a pas vu de... C'est ce qu'on a dit. On n'a pas vu. C'est-à-dire que si on voit des canaux, on n'a pas vu d'écluses ou de choses comme ça. C'est Schiaparelli au début qui parle de cela, et son observation est transformée sur une possibilité d'eau et de canaux. Ce qui est exact, c'est qu'on a imaginé ensuite... Alors, le problème de Mars, c'est que la pesanteur n'est pas suffisante pour que l'eau, s'il y en avait, reste à la surface, c'est-à-dire qu'elle s'évaporerait. Non, mais il paraît que son atmosphère est partie alors qu'elle en avait un avant. C'est une atmosphère dont on parle d'une atmosphère en CO2. Ouais, c'est pour ça que il y a tout un tas comme ça de projets un peu fantasmagoriques où on voudrait avec des plantes changer l'atmosphère pour rendre la planète rouge habitable. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est à propos, j'en reviens aux comètes, dont on veut nous dire qu'elles auraient des milliards d'années, et que bon, effectivement, on disait en première partie d'émission que pour pouvoir effectivement exister, il faut qu'elles aient un noyau qui soit suffisamment petit, mais pour qu'elles vivent suffisamment longtemps, c'est-à-dire des milliards d'années, comme on voudrait le faire accroire, il faudrait que ce noyau passe par une station-service que l'on plaçait avec des planétissimaux à l'extérieur, juste au limès du système solaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous a longtemps dit que le noyau des comètes était constitué de glace. Donc qui dit glace dit eau. Et le problème, c'est que en 2005, par là, on a envoyé une sonde. C'est japonais, semble-t-il, qu'on a une sonde très près, c'est ça C'est la sonde. J'ai oublié le nom, en tout cas, du scientifique qui parle de cela. Et ils pensaient trouver de la glace. Et ils ont été surpris de trouver une roche qu'on appelle l'olivine et qui, en présence de l'eau, se transforme en serpentine. Et on trouve dans le noyau de la comète qu'ils ont étudié, avec la sonde, on ne trouve aucune trace de serpentine. C'est-à-dire qu'on ne trouve que de l'olivine, donc c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et il dit, ce scientifique, dont malheureusement qui est responsable du projet, dit c'est véritablement il parle d'une douche froide qui a complètement bouleversé les préconçus de la science, mais il le reconnaît, parce qu'on pensait pendant très longtemps qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait de la glace. Que les comètes étaient faites, avec de la glace. J'ai toujours entendu que c'était de la glace, le cœur en glace. Tout à fait. Donc là encore une fois, on voit que la science revient sur ses dogmes, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu vois, tu entends parler, il y a plein de choses comme cela, de tas de choses, on a droit à tout un tas d'informations, mais quand il y a la contrepartie, je veux dire, ou quand il y a le constat quand il y a une contradiction qui vient de la part de ces scientifiques, là ce n'est pas du tout annoncé. Oui, c'est vrai. Donc on reste, on va dire, sur l'effet du mensonge ou du moins de l'erreur, pour dire les choses poliment. Et alors, ça veut dire l'univers, parce que moi c'est ça qui me sidère quand même, quand tu me dis là, il y aurait 6000 ans. Mais ça voudrait dire que, regarde, tout à l'heure on parlait d'une cité de Tehuilinaco là, qui a 15 000 ans. Non, je parle qu'elle a été faite entre le 9e et 15e siècle avant Jésus-Christ. Mais après, on va donner des âges, effectivement. Certains pensent ça a existé, peut-être, je ne sais plus, parce qu'on a trouvé des âges. Alors l'existence des dinosaures, elle serait très brève alors dans l'histoire, ce serait épisodique, presque anecdotique. C'est pour ça que Job, en 45, quand il voit le Béhémoth, en tout cas il voit une bête. Quelle est cette bête? Et on sait, avec plusieurs cas, que l'homme a vécu à l'époque des dinosaures. Glenn Rose le montre, il y a plusieurs cas comme cela en tout cas. Il y a plusieurs cas. Le problème c'est que on veut imposer le darwinisme à la société. Et pour que cette
je dirais, ce calque prenne, pour que ce dogme prenne, on est obligé d'avoir des longues périodicités. On en revient effectivement à ce qu'on disait en première partie. Mais il n'y aurait pas une concurrence, on va dire, entre ces dinosaures et ces hommes, parce que j'ose même pas imaginer une terre pleine de dinosaures. Nous, pauvres humains, j'ai envie de dire, enfin dans notre état physiologique actuel, on n'est pas en mesure de se battre contre eux. Il faut qu'on soit nombreux, avec des armes, des stratégies, etc. Les dinosaures sont plus malins, on le sait, ils étaient assez futés. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, un T-Rex, j'ose pas imaginer, une bête énorme avec des dents comme ça, comment... c'est ça que j'ai du mal à concevoir. Comment est-ce que l'homme il aurait pu se développer, on va dire, dans un univers, enfin, dans un environnement avec des dinosaures. Tout l'intérêt, justement, quand on parlait d'une connaissance de l'homme au début de l'humanité qui était certainement supérieure à la nôtre. Et je n'y peux rien, mais les PRDK du docteur Carrera montrent des dinosaures qui sont domestiqués par des hommes, et c'est ce que montrent aussi les plaques en or qui sont sorties par le père Crespi. Donc il y a plusieurs cas comme ça ça paraît fou, je veux dire, mais si on fait abstraction de notre bonne éducation et qu'on décide réellement de regarder les choses en face, eh bien, ce dogme effectivement du darwinisme, de tout ce qu'il y a autour, est complètement battu en brèche. Et est-ce qu'on peut imaginer... C'est pour ça que tu as un type comme... J'en reviens encore à ce n'est pas n'importe qui. Le docteur Kentovint a été mis en prison parce qu'il a dérangé. Et puis il y a cette ministre, Maria van der Hoeven, qui n'est pas n'importe qui, un ministre de la science, qui dit... et qui est soutenu par Seis Dekker, donc qui a été le plus grand scientifique des Pays-Bas en 2003, décoré du prix Spinoza. Ils disent tous les deux, voilà, il faut enseigner le darwinisme avec le créationnisme avec l'évolutionnisme. Et ce que je ne fais qu'exprimer, c'est du créationnisme. Seulement, on a tellement été baigné dans un mensonge. Écoute, c'est ce qu'on voit aussi avec je veux faire un parallèle avec le docteur, avec Robert Faurisson. C'est-à-dire, il émet une hypothèse, ou du moins il prétend démontrer certaines choses, qu'on ne lui donne pas la possibilité effectivement de développer, puisqu'il est attaqué. Et quand... Parce que il faut se remettre ça en mémoire. Les gens qui croient autre chose, que ce qu'explique le docteur Faurisson, ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde que ce qu'il dit est vrai. Parce que le mensonge a fait sa forme, a pris sa forme, on va dire, dans l'intelligence, entre guillemets, dans la réflexion. Et quand tu avances quelque chose d'autre, bon, le cas échéant sur le créationnisme, ce n'est pas du tout imaginable. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a des traces de dinosaures, on voit qu'un chalutier japonais pêche un plésiosaure, etc., etc., etc. Et on se rend compte que il y a des traces, et elles sont très nombreuses, démontrant qu'il y a une civilisation, voire plusieurs. Mais ces dinosaures, ils ont disparu, pourquoi? Comment ils ont disparu? C'est quoi le déluge? Alors, moi je pense, et c'est aussi une explication ça peut être une explication sur la disparition des géants, c'est que l'apesanteur après le déluge, avec des courants magnétiques notamment, les courants terrestres, auraient certainement entraîné une pesanteur, un accroissement de la pesanteur. Et donc, une forme gigantesque qui n'avait pas de mal à se mouvoir, on va dire, avant le déluge, ne pouvait plus exister après le déluge. Le problème, c'est que, voilà, alors... Ah, donc c'est pour ça que tous les grands animaux sont morts d'un coup, ce qu'on a vu... On peut le penser. Ouais. Et c'est pour ça que, quand on parle de formes gigantesques, ce sont des formes gigantesques marines. Parce que la pesanteur est moindre en milieu aquatique. D'où l'intérêt de cette fameuse histoire du Loch Ness, et de formes semblables, du moins d'histoires semblables qu'on retrouve partout, même en Islande. C'est courant, quoi. On ne peut pas constamment dire que c'est du faux. Et on retrouve sur une pierre tombale, je ne sais plus, c'est Canterbury, ou je ne sais plus quel est c'est une cathédrale où il y a
un évêque anglais qui est enterré, et sur sa tombe, qui est dans l'église, et c'est marrant parce que dans l'église ils ont mis un tapis pour pas qu'on ne le voit pas, pour qu'on ne le voit pas justement, pour qu'on ne le voit pas, sa tombe est recouverte d'un tapis, et il y a sur des parties en cuivre des dessins de dinosaures. Il y a X on va dire, observations qui démontrent que les anciens connaissaient les dinosaures. Les mosaïques romaines, par exemple, il y a des mosaïques romaines qui démontrent, qui reprennent le dessin de dinosaures. On parlait du temple d'Angkor. On peut parler de la porte d'Ishtar aussi. Alors que selon l'histoire officielle, est-ce que même l'état de l'avancée de la science de l'époque leur permettait de reproduire... Alors c'est toute la question, parce que justement, en Australie, il y a des Indiens aborigènes qui chassent un plésiosaure, on les voit avec des lances, mais ils reproduisent en plus le système digestif de l'animal sur cet art pariétal. Je pense que je l'ai mis dans mon livre, en tout cas, on voit qu'ils connaissaient, ils avaient certainement dépecé l'animal pour en connaître, en tout cas ils en connaissaient l'anatomie. D'accord. Bon, ça c'est sacrément étonnant. Est-ce que aussi, alors c'est une question, est-ce que les fameuses villes enterrées là, de Göbekli Tepe, etc., qui sont en Anatolie, enfin en Turquie, est-ce que justement c'était pas fait aussi pour se protéger justement d'un monde extérieur parce que c'était un peu bizarre d'aller s'enterrer sous terre. Parce qu'on a retrouvé en plus aussi là récemment, alors là c'est beaucoup plus récent, c'est de cette année, on a retrouvé aussi des constructions en Russie, semble-t-il, en Sibérie. C'est possible. Des pierres pareilles, des pierres taillées de Newton, des mégalithes, voilà. Oui, c'est exact. Donc est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné, alors moi ce qui m'a toujours interrogé, c'est de me dire est-ce que l'humanité à un moment donné se protégeait d'un danger, parce que je vois pas l'intérêt d'aller s'enterrer comme ça sous la pierre, de se protéger comme ça. Alors pour le cas de Derin Kuyu, j'en reviens encore à ça en Turquie, qui est en Cappadoce, on disait que les chrétiens se sont abrités dans ce lieu parce que les musulmans, entre autres, leur faisaient des misères. Bon, je pense qu'il y avait Al-Qaïda déjà, parce que... non, mais c'est ou la CIA. Ou la CIA. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. En tout cas, il y a une construction d'une chapelle à Derin Kuyu, et on dit que les chrétiens ont habité cet endroit pour se protéger. Mais si Derin Kuyu a existé, on va dire, a été construit 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est qu'il y avait encore une fois, parce qu'on parle des Hittites, on ne sait pas en tout cas pourquoi... on se protégeait de quelque chose en tout cas. Je sais pas, c'est un peu bizarre d'aller se percher. Pourquoi aller se percher au haut d'une montagne, être inaccessible? Parce qu'on voit bien qu'ils se rendent inaccessibles du reste du monde extérieur, enfin très difficile. Donc ça veut dire qu'on se protège de quelque chose, qu'on craint quelque chose, non? Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. En tout cas, les données sont... s'ils l'ont fait à cet endroit-là, c'est que... voilà, peut-être qu'ils pouvaient ils avaient les connaissances pour le faire. Et oui, enfin, peut-être que c'était aussi un endroit qui était... profonde quand même. Oui, c'est fort possible, oui. Parce que c'est ça qui est étrange, c'est sûr qu'on a l'impression qu'ils se protègent. Mais alors, donc ça veut dire quoi? Les créatures donc disparaissent après le déluge, elle emporte une partie des géants, de la civilisation... Tous les géants, quasiment, on va dire tous. Bon. Tous, puisque ceux qui sont dans l'arche, Noé n'est pas un géant, ni sa famille non plus. Et les géants pourtant réapparaissent après le déluge. Oui, donc ça veut dire, mais il en a pu rester quelques-uns, non? Je sais pas. Non, le déluge c'est la destruction de l'humanité pour que Dieu recrée une race nouvelle humaine. Une race sans péché. Ouais. Le problème c'est que Cham parle, comme entre guillemets, donc il est révoqué, je dirais, par son père, par Noé. Il constitue la lignée... comme celle de... c'est la lignée maudite, voilà. Donc ce qui s'est passé avant le déluge, à la sortie de l'arche, ça se reproduit. Et la race nouvelle que Dieu voulait créer, on va dire, à la sortie de l'arche, elle est déjà entachée. Pourquoi? Parce que la descendance de Cham a continué dans le... Mais c'est elle qui donne toutes les divinités polythéistes. D'accord.
qui donne les pharaons en Égypte, qui donne les dieux grecs. Alors pourquoi les pharaons étaient foncièrement mauvais? C'est ça aussi, j'ai du mal à comprendre. Non, mais ils avaient un savoir qui s'appuyait sur la magie. Oui. Autant que je me souvienne, Cham a eu comme petit-fils Nephtuim, qui a donné lieu donc aux branches pharaoniques en Égypte. D'accord. Et qui avait donc la réflexion, mais ça ne peut pas être une certitude, c'est que ces pharaons auraient bénéficié du savoir antédéluvien, savoir on va dire magique, d'où l'intérêt peut-être. C'est pour ça qu'il faut être prudent en même temps et il ne faut pas avoir peur d'émettre des hypothèses. D'où l'intérêt peut-être aussi de cette, on va dire, de toute une hiérarchie occulte, pour dire les choses comme elle est, cette région du monde de l'Égypte. Alors justement, pour parler de hiérarchie occulte, il y a aussi donc une thèse qui dit que ces fameux pharaons, donc, parce que j'avais déjà entendu ces thèses justement des pharaons qui posséderaient justement un pouvoir, en tout cas une magie absolument très puissante, et ils seraient venus ensuite en Europe et auraient donné, on va dire, naissance aux monarchies européennes. Et en particulier, on va dire, qui sont venus, on va dire, dans plusieurs pays d'Europe. Ce que je peux remarquer, et ça, c'est qu'il existe des pyramides également en France. Et où? À Falicon, à côté dans la baie de Nice. Ah, mais tu vois, je pensais à celle-là. C'est une petite pyramide dans l'arrière-pays de Nice. Elle n'est pas petite, parce que j'ai été voir... Alors là, tu en sais plus que... Enfin, elle n'est pas tout à fait petite. Est-ce que tu peux me raconter ça? Alors, ce que je peux raconter, en tout cas, pour avoir été, on va dire, je suis témoin oculaire sur cette affaire, c'est qu'en fait, elle est petite, elle paraît petite d'extérieur, mais en fait, elle a été cassée. Semble-t-il, il y a un témoignage sur Internet d'une personne qui dit qu'il y a 20 ans, elle ne l'était pas, qu'elle était encore entière, qu'elle sortait du sol. Aujourd'hui, elle est cassée quand même sur une bonne partie, mais il y a encore une grande partie qui sort du sol. Et ce qui semble, c'est qu'on a bien... Elle est toute creuse, en fait. Et en fait, elle est à l'intérieur de la montagne. Et on voit parfaitement qu'il y a des grandes excavations, des salles, et plusieurs salles. Et je peux même savoir par des oreilles indiscrètes qui ont pu aller se rendre à l'intérieur qu'il y a plusieurs étages. Et ce qui est pour le moins étonnant, c'est qu'il existe en fait dans le prolongement même de la pyramide, puisque la pyramide est comme ça, le premier bâtiment qui est dans son prolongement, donc en bas de la montagne, à, j'ai envie de dire quelques centaines de mètres, peut-être 200-300 mètres, c'est l'ancienne caserne des Templiers. Encore plus étrange. Templiers pouvaient avoir des connaissances, effectivement, de l'archéologie interdite. Parfaitement. Mais Et on retrouve aussi dans le village même qui abrite la pyramide, des temples que je pourrais qualifier d'inspiration maçonnique, puisqu'on voit clairement sur la façade du temple, qui est présenté comme une église. D'ailleurs, c'est comme si dans le village, il y a deux églises. Il y a une église, tout à fait classique, et une autre église accolée juste à côté, sur laquelle on voit un Christ, qui est sur la croix, avec de chaque côté des personnages qui sont un peu comme, on pourrait imaginer, des gens du Ku Klux Klan, avec des longues cagoules comme ça, et au pied du Christ, symbolisé un crâne et deux os comme ça en croix. Voilà. Qui peut être le crâne d'Adam. Voilà. Parce que justement, la tradition catholique à l'époque raconte que Adam aurait su où était enterré Noé aurait su où étaient enterrés Adam et Ève, donc les parents de l'humanité, et donc les aurait pris les dépouilles et ça c'est raconté pour donner la source par Monseigneur Jouin. C'est Monseigneur Jouin dans un livre qui s'appelle Le Bon Larron, quand il parle effectivement de Dimas qui s'est converti sur la croix lorsqu'il a fait... C'était le premier saint à entrer au ciel, donc il a été sanctifié il a été fait saint par le Christ lui-même, puisque ça a été le premier, celui qui s'est converti, donc le grand voleur et assassin qui était... et on dit que sur le mont Golgotha, dans ce livre-là, donc de cet évêque, qui n'a rien de farfelu, puisque c'est ce qu'on appelle l'école antilibérale, dit qu'au mont Golgotha, il y avait certainement le crâne d'Adam. Donc ça peut reproduire ce que tu dis.
En tout cas... Donc ces pyramides, parce que toi j'ai entendu parler de Nice aussi. Mais Nice, il y a une autre histoire qui est très proche. Alors voilà, c'est pour ça. Parce que tu vois, quand on parle de ça, moi j'ai vu cette histoire de pyramide, mais j'en sais pas autant que toi. Moi j'en suis resté seulement... En tout cas l'archive, hein, je te garantis que tout est... Ah, je l'ai vu, hein, non, parce que pour ceux qui pourraient croire que c'est une légende, pas du tout. Hein, c'est pas une légende, elle est là, elle existe. Hein. Non, je sais qu'il y a, mais je savais pas, tu vois, tu m'apprends un truc énorme. Mais en tout cas, dans l'arrière-pays de Nice, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est une femme qui était spécialiste de proto-écriture, qui s'appelle Emilia Masson, ou Émilie Masson, M-A-2-S-O-N. Pareil, un peu comme avec le docteur Faurisson, quand il parle du professeur Leuchter, qui était, je crois, responsable des modes d'exécution aux États-Unis, et qui remarque certaines choses, et puis du jour au lendemain, on a brisé sa vie. On a brisé sa carrière. Et bien là, c'est un peu pareil. Emilia Masson, c'est une femme donc, qui est spécialiste en France, voire dans le monde, de proto-écriture. L'écriture de la période préhistorique. Et il y a deux Lumley, Légion d'honneur, etc. Tout le prestige de l'État. Donc, on parlait donc de cette pyramide donc, dans l'arrière-pays niçois. Alors, Émilie Masson... Émilie Masson, voilà, c'est une spécialiste en France ou dans le monde de proto-écriture, qui a sorti un livre et qui était tout à fait reconnu de ses pairs. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve avec dans l'histoire du professeur Faurisson, Robert Faurisson, avec, je crois, le rapport Leuchter. Quelqu'un qui était reconnu aussi... et qui du jour au lendemain ne l'est plus. Qui a eu sa carrière brisée par ses révélations. En fait. Et donc Emilia Masson est spécialiste de proto-écriture, et connue dans le monde entier pour sa spécialité. Et De Lumley l'invite à Nice, d'après ce qui m'a été raconté, donc pour... Alors c'est quoi De Lumley? De Lumley, donc c'est un archéologue, on va dire, reconnu, père de la préhistoire, Légion d'honneur, d'accord, qui a mené les ministres en 4x4 dans la vallée des merveilles, dans l'arrière-pays de Nice, etc. Bon, et il invite donc donc elle finit par accepter son invitation pour une conférence à Nice, d'après ce que je m'ai expliqué. Donc elle y va, et après la conférence, donc il y a petite visite du site de la vallée des merveilles, et De Lumley, donc ça fait 30 ans qu'il est là, et il lui montre voilà, un fossile de machin, une pierre de ça, enfin bon, plein de choses dans ce genre, et elle, ça fait 30 minutes, bon, je veux dire, il y a quand même différent, et elle regarde la montagne, et elle lui dit au bout de 30 minutes, mais nous sommes dans une vallée sacrée. Regardez, la montagne représente un visage, etc. C'est une femme qui est spécialiste en proto-écriture. Elle explique en fait que des hommes dits de la préhistoire auraient été capables de tailler la roche. Mais on aurait trouvé des choses aussi, de l'art pariétal tout à fait avancé. Bon. Et elle a écrit sur cela, Émilie Masson. Et du jour au lendemain, elle a été complètement mise au placard. Du jour au lendemain, comme ça. Tout à fait. Sans aucune raison, quoi. Elle a démontré, du moins ses interrogations, aller dans le sens d'une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. Et c'était quelqu'un qui était effectivement reconnu de ses pairs. Elle a écrit un livre à ce sujet où elle raconte que les gens qui sont là font des études en archéologie. Elle dit même qu'ils ont le regard complètement évaporé, enfin je ne sais pas l'expression qu'elle emploie, pour signifier que ce sont des gens qui n'avaient aucune intelligence, aucune curiosité, ils prenaient des choses, etc. Un peu ce que constate le père Glory. Non, on est réellement... Donc c'est un peu cet arrière-pays niçois, il est quand même bizarre, quoi. Mais c'est ce qu'on retrouve aussi... entre les pyramides... Tu retrouves aussi des pyramides en Sicile. En Sicile, ouais. Où Osman Agic dit qu'il y a 43 pyramides en Sicile. C'est vrai, ça... Il dit que, j'ai plus les chiffres en tête, mais quand il parle de la Chine, il dit que c'est l'endroit où il y a... Parmi les pyramides les pays qui abritent des pyramides, pardon, et quand il parle de l'Égypte, il dit que c'est un pays, c'est pas là où il y a le plus de pyramides. Je n'ai pas les chiffres en tête, malheureusement, parce que ça aussi. Mais
Il y a des pyramides, je crois, en Australie. Alors on a découvert, il semble, dans l'Antarctique aussi. Alors ça, je n'en sais rien. Moi non plus, j'ai vu. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est justement, j'en reviens à ces fameuses histoires du docteur Pierre Dequesne, qui parle effectivement de constructions sous-marines, qui ont été immergées au large des Açores, puisque les Açores seraient apparus après l'immersion de l'Atlantide, et on trouve ce qu'on disait en début d'émission, et ces vestiges archéologiques ressemblent, d'après cet ingénieur, donc, à ce que l'on trouve dans les mégalithes, les constructions mégalithiques chez les Incas. Je m'appuie sur ce que disent les scientifiques. Ouais. Pas plus, pas moins. Et les fameuses pyramides de Mars, alors, dans la zone de Sidonia. Oui, alors là, on Fake, intox, c'est quoi ça? C'est une grosse intox, je pense, pour... Parce que, semble-t-il, l'histoire de base, pour revenir à l'histoire de base, ce sont, paraît-il, des photos de la NASA qui auraient été, on va dire, mises au public de façon indiscrète par des scientifiques japonais qui travaillaient dessus. Ouais. C'est comme ça qu'on vous a expliqué l'affaire. C'est ça. Avec le fameux village de Mars, donc, non, tout ça, que les Américains ensuite ont démenti en disant que c'était un jeu d'ombre. Ils sont, pour te dire, l'obsession qu'il y a de vouloir, ils veulent à tout prix contredire la Bible. Aleister Crowley, le mage satanique, celui qui fait le mage moderne, disait notre moyen c'est la science, notre but c'est la religion. Je signale que dans Magic in Practice, c'est un livre qu'il a, un de ses ouvrages, Magic in the Practice, j'ai oublié le titre, Crowley dans le 12e chapitre écrit que de 1912 à 1928, il pratiquait 150 crimes rituels d'enfants. C'est un livre que l'on trouve en PDF sur Internet en langue anglaise. Magic in Theory and Practice. Voilà le titre. Magic avec CK in Theory and Practice. Crowley écrit cela. Sur les sacrifices. C'est lui qui écrit « Notre moyen, c'est la science, notre but, c'est la religion ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour montrer que la science est entre les mains de satanistes. Et tu vas voir jusqu'où ça va, justement, quand on parle de Mars. Un certain Parson, qui était un adepte de Crowley, sans qui le programme spatial américain n'aurait pas pu avoir lieu, parce que c'est lui qui a étudié tous les carburants, etc., pour pouvoir envoyer des engins spatiaux dans l'univers. Parson, ça a été a espionné pour le compte d'Israël. C'était un grand sataniste, donc, il filmait ses ébats amoureux avec sa mère, et il travaillait pour une des familles Guggenheim, qui est présentée par plusieurs qui s'intéressent aux Illuminati comme une des familles proches des 13 familles Illuminati. Quand Parson est mort, Guggenheim a dit « Nous devons donner le nom de Parson à un cratère de la Lune. Mais pas n'importe lequel, et ça a été fait. Un cratère de la face cachée de la Lune. » Ce qui veut tout dire. Et je continue comme ça. En 2005, ça c'est pour Parson. En 2005, on a voulu à tout prix démontrer, on voulait démontrer qu'il y avait de la vie sur Mars. Et tu vas voir jusqu'où ça va. On a envoyé, le 19 décembre, et l'atterrissage sur Mars était prévu pour le 25 décembre, une sonde, c'était un projet européen, et cette sonde s'appelait Beagle 2. Beagle étant le nom du bateau qui a amené aux îles Galapagos Darwin. Non, d'accord. Et Beagle 2, qui devait atterrir un 25 décembre, et qui devait prouver qu'il y avait de la vie sur Mars. Manque de chance, cette mission a capoté parce qu'on a perdu
le lien avec cette sonde. D'accord, la sonde Beagle, là, c'est énorme comme signe. Et toi, tu peux le vérifier. Etc. Alors, on se rend compte que la science, et il y a plusieurs cas comme cela, sert, une fois de plus, c'est une science qui a été kidnappée, je dis. On le voit encore, on parlait de l'armée américaine qui allait fouiller dans les galeries Inca en Équateur. On voit qu'il y a encore une fois une science pour le peuple, et puis il y a des intérêts pour des classes occultes qui détiennent véritablement la science avec des vraies recherches, les vrais résultats de ces recherches.